Alors, t'as trouvé ton job idéal ? J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire ? Dans le Joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors faisons en sorte que vos choix de carrière vous donnent envie de vous lever chaque matin. On a beaucoup tendance à se dire le développeur, c'est un ours qui vit dans une cave et qui est asocial, mais en fait, c'est un métier très humain parce qu'on va chercher à répondre à des problèmes tout le temps. Il y a un côté vraiment artisanal. C'est comme si on faisait des chaises, sauf qu'on les fait avec des lignes de code. C'est comme jouer au Lego. On a plein de boîtes et on va les imbriquer les unes dans les autres jusqu'à construire notre site web. Dans le métier d'informaticien, il faut quand même se mettre à jour, avoir cette curiosité. Mais si on aime ce métier, c'est dans la logique du job de se mettre à jour, de lire, de voir un petit peu ce qui se fait. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marion Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier de développeur web au microscope. Début 2020, c'est près de 60% de la population mondiale qui est connectée à Internet et 92% de la population française. Les marques misent sur leur présence et leur image en ligne, notamment grâce aux compétences des développeurs. D'ailleurs, si vous avez envie d'en savoir plus sur les développeurs mobiles, je vous invite à écouter les 2 épisodes sur le développement iOS et Android. Ici, on s'intéresse aux développeurs web, qualifiés de rois du marché de l'emploi par le journal Le Monde, puisque les développeurs web sont très sollicités, encore trop rares pour satisfaire les besoins du marché. Les développeurs savent créer un site internet de A à Z à partir d'une maquette graphique. Ils sont chargés de la traduire en site en codant, en utilisant des langages de programmation et en s'aidant de frameworks. Et tout cela en respectant les normes d'accessibilité et de référencement, la compatibilité sur les différents navigateurs, en gérant des bases de données, mais aussi des bugs et des mises à jour. Tout un programme. Alors, comment savoir si le métier de développeur web et sa logique particulière sont faits pour vous ? 3 professionnels ont accepté de répondre à toutes nos questions. Vincent Mouge, ingénieur logiciel chez Adneom, Thomas Dimnet, CTO chez Sens Critique et Annie Valla, développeuse front-end senior en freelance. Bonjour à tous les 3. Bonjour. Bonjour. Prêts à partager votre quotidien ? Avec plaisir. Et c'est parti. Alors, on commence avec Vincent. Toi, tu es ingénieur logiciel chez Adneom et ton client final, c'est la BNP. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on l'exprime ? C'est ça, c'est en mission pour la BNP. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter Adneom, nous expliquer ce que tu fais concrètement pour la BNP ? En fait, je m'occupe d'un site complet, donc le développement de A à Z d'un intranet qui permet en fait à la BNP d'avoir tout un système d'alerte au jour le jour sur les transactions entre entreprises. Et donc après, c'est un travail de développement traditionnel sur toutes les couches de clients au serveur pour avoir des retours sur tout un tas de données, de transactions, de paramètres qui ont été faites journalièrement par les entreprises liées à la BNP. Difficile d'expliquer. On va le découvrir au fur et à mesure. Annie, toi, tu es développeuse front-end indépendante. Tu peux nous citer quelques clients avec lesquels tu travailles en ce moment ? Et puis, depuis combien de temps est-ce que tu fais ça en indépendante ? Alors, je suis indépendante depuis 2016, donc 4 ans maintenant. Alors, en général, je travaille pour un client à la fois parce que je suis très monotâche et je trouve que c'est coûteux en fait de changer de contexte à chaque fois, de changer de client, de changer de problématique. Donc en général, j'ai plutôt tendance à accompagner des clients dans le lancement d'un nouveau projet. En fait, ils viennent avec une idée, on en discute, on trouve des solutions ensemble, je les aide à monter le projet au début. Et une fois qu'on a pu tester l'idée, que le projet est à peu près stable, qu'ils ont commencé à recruter des équipes, j'abandonne le bébé et je vais trouver un autre client. Donc, clients avec lesquels j'ai travaillé. Dernièrement, j'ai travaillé avec Sephora. J'ai travaillé dans des choses concernant la sécurité, donc secret défense. J'ai travaillé ensuite avec Renault. Puis, depuis un peu plus d'1 an, ça va bientôt se finir puisqu'on va passer le bébé, je travaille avec une start-up qui s'appelle Memento. Et c'est des missions de combien de temps à peu près ? En général, c'est plutôt des missions de 6 mois. Alors, toi Thomas, tu as été lead développeur chez Sens Critique pendant un certain temps. Tu vas nous parler de ce métier aussi de lead développeur. Ok. Et tu es désormais CTO
directeur technique, Tout à toujours chez Sens Critique. Est-ce que tu peux présenter Sens Critique et nous dire quelle est ta mission là-bas ? Ok, effectivement, on va commencer par la présentation de Sens Critique. Sens Critique, c'est un site qui permet de découvrir des œuvres culturelles et de les noter, de les ajouter en envie. On entend des films, des musiques, des séries, des jeux vidéo. Donc c'est un site un peu historique dans le paysage culturel français. On va bientôt fêter nos 10 ans. Et pour donner quelques chiffres, c'est 22 millions de pages vues par mois, 5 millions de visiteurs uniques, et on va arriver gentiment bientôt à 1,5 million de membres inscrits. Pas mal, ça envoie. Concernant mon job, je vais commencer plutôt par présenter en fait le métier de lead développeur. Lead développeur, globalement, on reste toujours développeur, mais on manage en fait en plus une équipe. L'idée, c'est pas mal de manager la qualité du code qui est produit par l'équipe, de travailler pas mal aussi en fait avec ce qu'on appelle les product owners ou product managers pour voir si les features sont bien définies. CTO, c'est, on pourrait dire, un lead plus avec un peu plus de responsabilité. On est responsable aussi bien des choix techniques sur le long terme. C'est vraiment la stratégie globale de l'entreprise de façon technique. Mais est-ce que tu continues à faire du développement au sens propre ? Ouais, je continue quand même encore à en faire parce qu'on est dans une PME. Effectivement, dans une PME, on a toujours plus de développement à faire que dans une grande entreprise où il y a 200, 300, 400 salariés. Là, effectivement, on est une petite équipe, on reste une vingtaine de personnes. Donc j'ai encore des tâches d'infra à faire et j'ai aussi encore du code à faire de temps en temps. Alors, dans le Joboscope, on cherche à comprendre à quoi ressemble vraiment un métier au quotidien. Est-ce que vous pouvez me raconter à quoi ressemble une journée type ? Est-ce qu'il y en a une d'abord ? Peut-être on va commencer avec Annie, puisque c'est un peu particulier, tu es indépendante. Est-ce que tu travailles à la maison ? Est-ce qu'il y a une journée type, peu importe le client ? Alors, les journées types elles dépendent des clients, en fait, de ce qu'on contractualise avec eux. Donc là, actuellement, mes journées types, je suis au 4/5e. Je vais un jour par semaine chez le client et le reste du temps, je travaille d'où je veux. Donc, ça peut être de chez moi. Comme c'est l'hiver et qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, en général, c'est dans des cafés parisiens avec un petit latte de hipster. On visualise très bien, Annie, c'est super. C'est très important. Après, tous les jours où je travaille de chez moi, et même les jours d'ailleurs où je vais chez le client, j'ai une belle flexibilité en fait dans la gestion de mon temps et notamment dans mes horaires. C'est aussi peut-être l'avantage d'être en start-up où on n'est pas beaucoup. Du coup, ça fait plus d'1 an que je n'ai pas mis de réveil et ça n'a pas de prix. Donc c'est vrai. Et tous les jours, on fait la même chose ? La journée est rythmée des mêmes tâches ou ça varie ? Ça varie beaucoup. Dans des plus grandes structures, en tant que développeur, souvent on est intégré dans tout un espèce de processus qui souvent est agile. Il y a beaucoup d'intermédiaires, sauf que là, en start-up, il n'y en a pas en fait. L'intermédiaire, c'est le fondateur de la boîte et qui est mon client. Les tâches et les missions changent tout le temps. Il y a des jours, ma tâche, ça va être de boire un café avec lui le matin, puis ensuite l'après-midi, on va faire des dessins, on va trouver un problème, on va envisager ensemble des solutions, puis je vais disparaître pendant 1 semaine, je vais travailler d'où je veux et je reviendrai avec une solution en fait. On échangera dessus, on itérera, on la mettra en prod, on testera et on corrigera ensuite. Donc non, c'est très varié en fait. Toi, Vincent, tu vois des différences avec ton quotidien et du coup une grosse boîte puisque tu travailles pour la BNP ? Ouais, il y a pas de café hipster à la BNP, mais tout raté. Pourtant, ça a l'air hyper important dommage. Pour Annie. À la Société Générale, il y a un Starbucks dans leur locaux. Ouais, non, mais c'est vrai que même les grandes boîtes essayent d'avoir des environnements qui soient sympas pour les développeurs. Par contre, c'est vrai que c'est plus cadré en termes d'horaires. On a des horaires assez classiques. Après, on a des processus à suivre en termes de réunions. En général, on est en agile, donc on a des daily meetings, des réunions quotidiennes. Et puis après, dans la journée, on peut avoir des réunions un petit peu spécifiques pour faire de l'architecture ou autre. Et puis, pour moi, en tant que consultant développeur, forcément, j'ai, on va dire, 70% de mon temps en termes de développement, que ce soit client-serveur, là pour la BNP en l'occurrence. Souvent, dans les grandes entreprises, on travaille en collaboration avec d'autres bureaux. Donc, il y a aussi une partie lead. En l'occurrence, sur mon projet, on a une autre développeuse en Inde. Ça peut être... C'est les 30% restants, ça ? Ouais, effectivement, il y a quand même un travail de support en général, d'aide, de formation aussi un petit peu. Donc il y a du travail annexe qui n'est pas que la tâche principale de développement et aussi il y a beaucoup de discussions autour de l'architecture parce qu'on est sur des projets assez importants et puis après ça peut dépendre, il peut y avoir des gros bugs de production qui arrivent et puis là on met tout en pause et puis là il faut trouver des solutions assez rapidement et avec des processus qui sont sûrement plus complexes qu'en PME, donc c'est un côté positif parce que ça cadre les choses et puis effectivement on a peut-être plus de temps pour trouver des solutions et puis
On est peut-être un petit peu plus backupé, entre guillemets, parce qu'il y a vraiment pas mal d'équipes avec des lead dev, parfois des architectes et autres. Mais en tout cas, voilà, c'est sans doute plus cadré que dans une PME, mais il y a du négatif et du positif là-dedans, quoi. Thomas, comment est-ce que ça se passe chez Sens Critique ? En tant que CTO, il y a une partie effectivement d'inconnu. En fait, on ne sait pas forcément ce qui va se passer durant la journée. Par contre, il y a aussi une partie en fait qu'on connaît à l'avance. Il y a pas mal de reporting et de monitoring. Donc en fait, il y a du reporting pour aller parler aux autres équipes potentiellement des nouvelles features qui ont été sorties et juste les tenir au courant. Il y a une partie avec les autres équipes aussi pour établir les nouvelles features. En ce moment, on est en train de travailler sur Warner pour créer un espace sur le site qui soit personnalisé pour que les utilisateurs puissent retrouver des œuvres Warner facilement en fonction d'un mood. Donc par exemple, j'ai envie de voir des films qui font peur ou j'ai envie de voir des films d'action. Dans ces cas-là, donc le marketing et la partie commerciale a déjà vendu le projet en fait à Warner en disant bon bah voilà en fait potentiellement c'est ça. Voilà quelles vont être les fonctionnalités attendues. Et dans ces cas-là, en fait, la partie marketing va en parler à nous développeurs pour qu'on puisse le traduire en fait après dans des features qu'on va pouvoir développer. D'autres mots dont je parlais tout à l'heure, c'était une partie monitoring. Donc effectivement, dans certaines boîtes, il y a des DevOps en fait ou des infras qui sont là. Dans une PME, c'est aussi une partie des développeurs de monitorer l'infra. Donc c'est juste de voir si tout va bien sur les serveurs, s'ils répondent bien, s'ils sont contents, si les temps de réponse sont bien. C'est tout le temps. Et dès qu'on a une alerte ou autre, on peut avoir l'alerte en fait sur notre téléphone ou avoir un mail en disant tiens, le temps de réponse il commence à augmenter ou la BDD rencontre des difficultés. Et effectivement, on a des tableaux de bord en fait qui nous permettent de dire ok, là il y a quelque chose qui est en train de se passer pour arrêter notre activité et regarder, enquêter. À vous écouter tous les trois, on a l'impression que vraiment c'est pas forcément le même métier selon l'entreprise, son secteur et sa taille. Ça a l'air assez différent, hein. Là où je peux m'y retrouver avec Thomas, c'est notamment sur le pourcentage de la journée où on va faire du monitoring. C'est-à-dire que nous aussi, on a des outils en place pour savoir ce qui se passe au jour le jour et réagir en fonction. Donc ça, je pense que c'est assez commun. Peut-être qu'effectivement, dans du travail très spécifique en freelance, peut-être qu'il y a moins cette partie-là parce que ça va être peut-être ton directeur ou autre qui va le faire. Voilà, moi j'ai vraiment, pour rebondir là-dessus, moi j'ai pas toutes ces tâches de reporting et de monitoring parce que je viens vraiment sur une tâche très précise et tout le reste, tout l'écosystème, ce n'est pas moi qui vais m'en occuper. Il y a d'autres gens dans la start-up qui sont en interne qui vont le faire. Moi je suis vraiment là, genre pour des tâches très très spécifiques où je me reconnais un petit peu plus dans ce que racontait Thomas sur le marketing a vendu quelque chose. Moi, c'est pas le marketing, c'est le client parce que c'est lui le marketing. Et dans les faits, il a vendu, comme souvent, c'est une start-up et qu'il faut rentrer de l'argent très vite. Pour dans 10 jours, on va en parler et il va me dire il faut qu'on puisse tester cette feature dans 5 jours, du coup. Je suis en mode, bon, d'accord. Et à partir de là, on découpe un plan d'action en mode, bon, alors qu'est-ce que tu as vendu et qu'est-ce qui est vraiment indispensable ? Et à partir de là, voilà, on attaque comme ça. J'aimerais revenir à l'origine de vos choix de carrière. Comment est-ce que vous avez choisi de devenir développeur web, Annie ? Alors, je me suis beaucoup laissée porter par la vie, donc je comptais pas forcément avoir mon baccalauréat en fait. Donc quand je l'ai eu, je m'y attendais pas, donc il a fallu que je m'inscrive à une école, mais sur APB, c'était fermé parce que c'était passé. Donc je me suis inscrite dans une école privée de développement, du coup je me suis inscrite à Epitech, j'en ai eu marre, donc j'ai arrêté au bout d'1 an et demi. Et je me suis dit que j'allais devenir designeuse en fait. J'ai fait de la direction print artistique pour L'Oréal. Et j'ai repris des études de gestion de projet qui n'avaient rien à voir, mais c'était en alternance et j'ai trouvé un contrat à l'Opéra National de Paris, du coup en tant que web designeuse et UX designeuse. Et l'équipe de développeurs avait l'air très sympa, on était tous dans le même bureau, ils avaient plus de travail que moi, donc je leur ai assez vite dit bon écoutez, vous voulez que je vous aide ? Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à intégrer petit à petit l'équipe de développeurs web qui était là-bas. Les équipes m'ont beaucoup accompagnée en fait. Je prenais des tâches petit à petit, puis des tâches de plus en plus difficiles, puis ils avaient vraiment trop de travail en fait. Donc pour eux, c'était confortable de pouvoir déléguer à quelqu'un. Et Génial. Après ça, le lead dev a quitté la boîte, a monté une start-up, il est devenu CTO dans cette start-up, je l'ai suivi et voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à être développeuse web. Vincent, toi, tu as toujours voulu être développeur ? Pas forcément toujours voulu, mais j'ai toujours aimé ce qui était le mélange entre, on va dire, art, la partie artistique et la partie technique, comme pas mal de jeunes plutôt férus de jeux vidéo à l'époque, il y a une dizaine d'années. Et donc, j'ai cherché une formation post-bac
plutôt informatique et j'ai trouvé un DUT. C'était en 2002 et donc au final, je me suis retrouvé à faire pendant 5 ans une formation multimédia, un master en multimédia. Ça s'appelle Produits et services multimédia dans l'Est de la France, à Montbéliard. Je fais un peu de pub. Et je suis sorti avec un bagage un peu complet pour faire du développement informatique, donc client-serveur, comme on peut faire aujourd'hui sur du site web. Mais il y a aussi pas mal de projets en 3D, en son, en graphisme, en 2D, 3D. Enfin, c'était un bagage assez complet. Et après ça, donc, j'ai trouvé un stage de fin d'études sur Paris, en jeux vidéo, dans un labo de jeux vidéo pour Orange. Et après, j'ai continué en fait à faire du développement. À l'époque, Flash, c'était vraiment la mode il y a une dizaine d'années, mais qui est globalement le même langage que le JavaScript. Je veux dire, la suite est logique. Et donc, j'ai travaillé pendant 10 ans en IPTV, donc c'est du développement embarqué. Globalement, votre box à la maison, quand vous branchez votre box à la maison, vous avez une interface à l'écran et qui n'est ni plus ni moins qu'une interface web. Et donc, on faisait du développement sur ces interfaces pour des gens comme Orange, comme Bouygues, comme LG, comme Samsung, pendant plus de 10 ans et depuis 2 ans pour la BNP. Mais globalement, non, c'était pas forcément une vue chez moi de faire du développement. C'est plutôt, je me rappelle post-bac, en allant sur un forum des métiers, que j'ai vu un stand où ils présentaient des projets multimédia qu'ils faisaient à l'école. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Et go, quoi. Toi, Thomas, c'est venu un petit peu plus tard, je crois. Savoir que c'est une reconversion. C'est ça, tout à fait. Je fais partie de cette nouvelle vague de développeurs. Il y a bien longtemps maintenant, je travaillais dans la musique. En fait, j'ai fait des études en commerce international. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que vous avez eu quelqu'un, il n'y a pas si longtemps, qui s'appelait Marc Jumel, qui était avec moi en BTS commerce international. Dans le Joboscope, oui. Du coup, je lui fais un petit coucou. J'ai continué en fait après à la fac en faisant une licence, un master. J'ai bossé dans la musique et au bout d'un moment, en fait, ça m'ennuyait. Et j'ai fait une reconversion. Déjà, plus ou moins en fait en BTS, en licence par exemple. Je développais à côté et c'est juste que j'ai fait une rencontre de quelqu'un qui venait de monter sa boîte dans les instruments de musique. Et je me suis dit, bon, je vais plutôt essayer d'aller dans cette voie-là. Mais t'avais mis dans un petit coin, un jour je saurais coder. C'est ce que je faisais en fait à côté de mon boulot pour m'amuser. Et j'attendais en fait de trouver la bonne formation. Et là, Open Classrooms est arrivé dans ta vie. On a sorti une qui m'intéressait. Je me suis fait financer par Pôle emploi sur 1 an. J'ai travaillé en start-up après, donc chez Tiller System, qui sont des caisses enregistreuses pour iPad. J'ai travaillé en agence et puis après je suis arrivé chez Sens Critique. Et là, tout est allé très vite. Ouais, globalement, depuis que j'ai entrepris cette reconversion, je trouve que toutes les étoiles s'alignent plutôt bien. Tu travailles depuis combien de temps chez Sens Critique ? Ça va bientôt faire 2 ans, donc ça fait pas tant de temps que ça. Et en 2 ans, t'es passé de... J'ai fait développeur senior en JavaScript, lead dev et CTO. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Oui, c'est assez rare. Très bien. Alors, quand on parle de développement informatique, on parle évidemment code. Qu'est-ce qui existe comme techno web et quels sont les technos que vous utilisez, Vincent ? Je sais pas si c'est bien de commencer par moi. Je pense que je suis un cas un peu opposé peut-être aux 2 autres personnes, mais on va y aller. Moi, mon quotidien, c'est du développement. On dit full stack. C'est pour dire, en gros, on s'occupe des parties client, serveur et jusqu'à la base de données. Donc en banque, on est très souvent sur des bases de données Oracle. Donc c'est le cas là pour mon projet. Les parties serveurs sont faites en Java avec un framework qui s'appelle Spring, qui est très souvent adopté aussi. Et sur les parties web, globalement, c'est du HTML, JavaScript classique avec en framework du jQuery, ce qui peut être même vu comme un peu old school aujourd'hui. Et on utilise des librairies graphiques comme Bootstrap, donc des choses relativement classiques. Mais voilà, il y a 2 ans, quand je suis arrivé, c'était des parties qui étaient faites en JavaScript native, c'est-à-dire sans aucun framework. De manière générale, on arrive sur des projets qui ne sont pas forcément pourvus de framework très à la mode. Et globalement, il y a toujours du travail à faire sur des parties JavaScript pures, ce qui est souvent le cas en fait. Et ce qui a été souvent le cas dans ma carrière. Alors, est-ce que c'est un cas à part, ce que vient d'évoquer Vincent ? Chez Sens Critique, alors on a quelque chose qu'on appelle du legacy. C'est du code un peu vieux, un peu moche, sur des technos un peu vieilles. Donc on a une grosse partie legacy en fait qui est en PHP. Et à côté de ça, toutes les nouvelles features en fait aujourd'hui qu'on développe et toute la nouvelle infrastructure en fait qu'on développe est faite soit en JavaScript, côté front ou côté back, donc via le back en fait qu'on appelle du Node.js, soit du Python pour des algorithmes de recommandation. Donc savoir que tu as aimé tel film, que tu as tel panel de personnes qui ont aimé tel film et tel film, donc potentiellement nous on peut te conseiller un film qui pourrait t'intéresser. Node.js, c'est justement plutôt pour la partie logique métier, aller récupérer des données et pas faire des traitements qui sont très lourds.
C'est un petit peu un passe-plat en fait, Node.js. Exactement. Nous on s'en sert comme ça aussi, on a Python et Node.js pour le back et voilà. Et Python qui est plus pour de la partie recommandation avec un micro-framework qui s'appelle Flask. Et côté front, donc c'est aujourd'hui plutôt du JavaScript avec un framework qui s'appelle Next.js qui utilise en fait React, qui est un gros framework qui est populaire côté front. Annie, ça se passe comment pour toi ? Moi, je suis principalement sur les techno-front. Du coup, React, qui dans les nouvelles librairies, etc., est le plus connu et le plus en vogue, je pense, parce que Facebook. Moi, je travaille en ce moment chez Memento avec Angular, qui est un framework qui est porté par Google. Ils avaient sorti AngularJS il y a quelques années, qui était très compliqué, qui n'a pas si bien marché. Ils ont refait une énorme refonte et ils ont sorti Angular tout court, il y a 3 ans. Donc là, sur ma mission actuelle, je travaille avec Angular et la prochaine mission que je vais avoir sera probablement en vue. Thomas parlait de legacy, c'est clair que dans toutes les boîtes, c'est très rare qu'on se retrouve à faire un projet de page blanche, quoi. Donc on se retrouve toujours avec du code qui a quelques années. Et en l'occurrence, nous, sur le projet pour la BNP, on a un projet complet à refondre. Et on sait qu'on ne va pas pouvoir refaire toutes nos pages en 6 mois ou en même 1 an. Donc on fait des choix. Effectivement, je sais que nous, on n'a pas pu faire le choix de Angular parce qu'on avait un legacy qui était trop important. Et c'est très, très souvent le cas dans les boîtes. On se retrouve très peu à faire du web, comme on dit, from scratch, avec un projet de zéro. Et moi, même si du coup, pour le coup, je fais du web from scratch avec un projet de zéro, c'est hyper intéressant. En soi, on a conscience que du coup, le legacy, c'est nous qui l'écrivons. Que ce qu'on écrit dans 1 an, c'est du legacy. Et pour l'amour-propre, ça, des fois, c'est pas toujours terrible. Quand on travaille avec des équipes, par exemple en Inde et autres, c'est très compliqué de faire des migrations, il faut former les gens, etc. derrière. Quand on a des frameworks, il faut forcément les former, faire du support, mais on perd du contrôle. C'est-à-dire qu'il y a un moment, forcément, le framework, il faut avoir du support aussi de quelqu'un comme Google ou Facebook. On a besoin de ce support. Il faut qu'il y ait une communauté derrière qui soit assez importante pour avoir du support, des gens qui remontent les problèmes sur des frameworks comme Angular ou autres. Et donc, c'est des choix qui sont très importants, qui sont faits pour plusieurs années. Et clairement, des grosses boîtes ne peuvent pas forcément faire ces choix-là, quoi. Annie, tu as dit que tu allais utiliser Vue.js. Comment est-ce qu'on choisit un framework plutôt qu'un autre ? C'est une très bonne question. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend des équipes sur place, des affinités qu'elles ont avec tel framework ou tel framework. Puisqu'en fait, moi, quand j'arrive sur un projet, c'est plus pour apporter un petit peu l'expérience parce que j'ai vu pas mal de projets que d'un point de vue front, en fait. Et donc voilà, c'est plus pour ça. Aujourd'hui, dans les nouvelles techno à la mode, c'est beaucoup des frameworks et des librairies orientées component. Donc, un component, c'est un tout petit bout d'un site, on va dire. C'est par exemple... un bouton. C'est ça, un bouton. Par exemple, on va prendre toute une page, il y aura un component qui sera un bouton. Et tous les boutons dans le site seront le component bouton. C'est comme jouer au Lego. En fait, aujourd'hui, construire un site avec ces outils-là, c'est on a plein de boîtes et on va les imbriquer les unes dans les autres jusqu'à construire notre site web. Donc, comment est-ce qu'on en choisit un ? Affinité des équipes sur place. Souvent, les clients ont entendu parler de quelque chose qu'ils veulent à tout prix tester. Donc, quand ça a du sens, pourquoi pas ? Et après, quand on est libre des choix qu'on fait en tant que développeur, c'est de la curiosité aussi. C'est un petit peu, on a fait le tour sur un framework, typiquement sur Angular, ça fait 3 ans que je suis dessus. Alors, je ne sais pas tout dessus, loin de là. Je pense que c'est impossible et que même les gens qui l'ont codé, ils en codent qu'une partie, alors ils ne connaissent pas tout l'écosystème complet. Mais on a envie de changer, on a envie de voir comment on fait les autres et voir à quoi ressemble un projet de production avec un autre framework, en fait. Comment on fait pour être toujours à jour ? Est-ce qu'on peut l'être ? J'ai l'impression qu'il y a un espèce de... Je sais pas, c'est pas le lobby du framework, mais le côté framework, ce n'est pas super important, je pense. C'est-à-dire qu'il change tout le temps, on peut jamais être à jour. Moi, j'ai dû faire du Angular quelques heures pour un prototype. Aujourd'hui, pour la BNP... on a plus ou moins décidé de passer en jQuery. Demain, peut-être que je ferai du React, j'en ai vaguement fait. Mais globalement, la base du langage reste du JavaScript. Donc, il y a un moment, si dans notre formation, on est à l'aise en JavaScript, on comprend ce que c'est un langage objet, passer d'un framework à un autre, c'est une problématique d'heures, maximum de semaines. Nous, on sait très bien qu'on va arriver dans une nouvelle entreprise. On va devoir s'adapter à un nouveau framework. Il y en a 4-5 sur le marché qui sont assez répandus. On parle de Vue, Angular, React ou autre. On ne peut pas tout faire.
Et il y a toujours des équipes en place, il y a toujours des gens, de toute façon, qui sont là pour faire un petit peu de support et pour nous aiguiller sur la philosophie de l'un ou l'autre des frameworks. Ce qui compte donc, c'est la maîtrise du JavaScript. Exactement. Même de façon générale, en fait, du langage de programmation, là, c'est vrai qu'on était très front, mais après, c'est à peu près pareil aussi côté Python, côté Node.js. Il y a un certain nombre d'acquis de base à avoir, donc savoir ce que c'est, comme disait Vincent, de la programmation orientée objet, même de la programmation fonctionnelle. Une fois que les bases sont là, qu'on a vu 1 ou 2 frameworks ou 3, finalement, après, réapprendre un framework, c'est pas quelque chose de si complexe. En soi, la philosophie de développement change pas non plus du tout au tout. Apprendre Vue.js une fois qu'on a appris React, étant donné que les deux en fait sont quand même à un niveau très orienté component. Il y a plein de similitudes. C'est pas si compliqué que ça en fait. C'est-à-dire que c'est souvent les premiers frameworks quand on démarre en tant que développeur qui sont compliqués parce que ça fait beaucoup de choses. Mais après, en apprendre un nouveau, un de plus, un de moins. Surtout que tous ces frameworks front ont des philosophies quand même relativement communes. C'est à la préférence de chacun. Et je pense que le plus important, en fait, c'est d'être curieux, d'avoir la tête bien faite et d'avoir juste des bases en programmation, comme l'a dit Thomas, du coup, en programmation orientée objet, en programmation fonctionnelle et des connaissances sur le JavaScript pur en tant que langage. Après, on se débrouille. Développeur web, c'est très demandé. Vous le constatez au quotidien. Et est-ce que ça concerne toutes les entreprises, tous les secteurs, Vincent ? J'ai l'impression que c'est très demandé. Alors, en tout cas, en Ile-de-France, j'ai l'impression qu'il y a un manque de développeurs, c'est très clair. J'imagine qu'en province, il y a de la demande aussi. Moi, j'ai rarement vu des gens qui faisaient du développement web en rate de mission ou de job. Il y en a, j'imagine, mais il y a de la demande dans une variété de missions. Hein. Là, on est 3 personnes sur des missions ou sur des contrats qui sont totalement différentes. Donc, ouais. Annie, toi, t'en penses quoi de la demande du développeur web, sachant que donc, tu es indépendante et en plus, tu travailles entre Annecy et Paris, c'est ça ? Alors non, je travaille principalement, je travaille à Paris, en fait j'habite à Paris, mais comme je peux travailler d'où je veux et que ma famille est à Annecy, je suis de temps en temps à Annecy en effet. Et alors, il y a du travail pour les développeuses indépendantes ? Il y a beaucoup de travail pour les développeuses, les développeurs en indépendant, ça c'est sûr. Je connais beaucoup d'indépendants du coup, et le nombre d'emails et de messages vocaux qu'on a par jour, il y a des chasseurs de tête en fait, et on est sollicité tous les jours. Garantie d'avoir un emploi en fait quand on est développeur web. J'ai l'impression, mais le plus difficile souvent, c'est de choisir la boîte qui va nous intéresser ou le projet qui va nous intéresser plus que de trouver le métier. C'est-à-dire que trouver le métier, c'est pas compliqué. Trouver un projet où on se dit ok, les technos match, je vais pouvoir apprendre ce que j'ai envie d'apprendre et la boîte a l'air de me plaire, ça c'est beaucoup plus complexe, voilà, ça prend beaucoup plus de temps. Les valeurs me parlent, la manière de faire, les équipes, tout ça c'est beaucoup plus dur. Et aussi attention, du peu que j'ai vu, parce que j'ai plus ou moins fait une reconversion et je connais des gens qui ont fait des reconversions. On n'aura jamais de problème alimentaire, je pense, pour le moment. Donc on peut trouver une mission, on peut trouver un travail, mais les stages au tout début, j'ai l'impression que c'est plus dur. Et après, tout coule tout seul, j'ai l'impression que le stage est difficile à trouver. Effectivement, je pense qu'en termes de reconversion, il faut peut-être avoir un petit peu de contact. Et puis là, on le voit, on a des expériences qui sont vraiment différentes. Il faut chercher assez large, quoi, pour retrouver des stages ou des premiers jobs qui sont dans des domaines peut-être qu'on n'aurait pas vus de base, mais qui au final vont nous permettre d'avoir une expérience qui est intéressante sur tout type de métier, hein, que ce soit serveur ou front ou autre. Et après, on peut se spécialiser, on peut trouver d'autres missions facilement. Alors, quand on sort de formation, quel salaire on peut espérer obtenir quand on est tout neuf, tout junior sur le marché ? Thomas ? Concrètement, pour un développeur web, en fonction des technos, donc par exemple, c'est plutôt back ou front, ça peut être entre 28 et 40K quand on démarre. Alors là, la folie React commence un peu à tomber, mais typiquement React, il y a 1 an, tu étais junior, tu sortais de l'école, tu pouvais prétendre entre 35 et 40 facile. Puis après, ça monte quand même relativement vite aussi. Ouais, c'est ça. Sortie d'école à bac plus 5, c'était aux alentours de 35. Je parle de ça il y a plus de 10 ans. Je ne sais pas si ça a beaucoup augmenté, mais on pouvait être entre 30 et 35. Puis après, ça monte correctement. Pour une dizaine d'années d'expérience, on peut aller sur du 55. C'est ce que tu gagnes, toi ? À peu près, ouais.
Donc après, il y a des gens qui gagnent mieux, il y a des gens qui gagnent moins. Ça peut dépendre des choix. Moi, j'ai assez peu changé d'entreprise. Donc j'ai fait on va dire 2 ou 3 changements. Mais il y a des gens en prestation qui changent assez régulièrement et qui à chaque fois font des petits coups et qui montent assez haut au bout de quelques années d'expérience. Ouais, c'est ça. En changeant de boîte, c'est souvent ces moments en fait, à moins d'avoir un avancement en fait en termes de promotion. Mais si vous changez de boîte en fait tous les 1 ou 2 ans, vous pouvez facilement vous faire 10 ou 15K en plus. Ouais. La fourchette aussi, elle est assez large, donc ça dépend aussi de la boîte. Donc ça peut être entre 60 et 120. Ah oui, donc tu nous fais un flou artistique là. Je fais un flou incroyablement artistique. T'es à combien, toi ? Merci, Annie. Plutôt vers 60. Ok, parce que le freelance parle argent, en fait. Nous, vu qu'on cherche à la journée, c'est pour ça que je demande. Là, t'es autour de 60 en tant que CTO. C'est ça. Ok. Et alors toi, Annie, cas spécifique, puisque tu es indépendante, comment est-ce que tu factures ? Comment tu t'en sors ? Moi, je facture à la journée ou à l'heure. Ouais. Pour moi, une journée fait 6 heures. Donc, en général, quand je facture à l'heure, je facture à 100 ou 120 de l'heure. Ça dépend du client. Mais en général, c'est plus courant à la journée, donc je fais 650 la journée hors taxe. Je suis une freelance un petit peu organisée quelque part, donc en fait, la manière dont je travaille, c'est pour m'assurer un net mensuel que je vais me payer en fait les 12 mois de l'année que je travaille ou que je ne travaille pas. Et j'ai fait le choix d'être freelance pour le temps en fait. Donc je travaille 7 mois par an et je me rémunère 4 000 € net par mois. Et je dois avoir à peu près 60 à 70 000 € sur mon entreprise au cas où. Puisque si je me casse une jambe, si je suis malade, si ma mission s'arrête du jour au lendemain et que je n'ai plus de mission, c'est pour ma pomme. Si je prends des vacances, c'est à mes frais. Donc voilà. Ça vous fait envie, les autres ? Chez We Digital Garden, donc l'agence dans laquelle je bossais avant de Sens Critique, c'est pareil. Il y avait des freelances qui étaient effectivement à 1 200 € la journée. Et à 1 200 la journée. Oui, il y en a beaucoup. Et qui travaillaient en fait... comme nous, quoi. C'est-à-dire des bonnes journées, ça, à 1 200, c'est sympa. Je pense que c'est pas trop mal. Ouais, c'est ce qui est très difficile, c'est qu'il faut être en phase avec son tarif et se vendre à 1 200. Je sais aussi que 650, je pourrais aller au-delà en soi quand je compare aux autres gens qui font le même métier que moi et qui ont la même expérience, etc. Mais il faut être d'accord avec son tarif et il faut se dire « Ok, je veux ça ». Et c'est très, très dur de surpasser ce syndrome de l'imposteur et de se dire « Ok, je veux tant d'argent ». Au début, quand j'ai commencé en freelance, j'ai commencé à 400. Et quand les gens m'avaient signé « On va te donner 400 € par jour », j'étais limite en mode « Vous êtes sûr ? Vous voulez pas que je vous paye pour venir ?» Enfin, j'en étais là de la confiance en soi. Ça, c'est le problème de l'indépendance. Hein. Ça, c'est ce qui est très difficile dans n'importe quel métier. Quand on est indépendant, c'est difficile d'afficher un tarif à l'heure, à la journée, et de s'y tenir et de se vendre. Quels sont les avantages de ce métier ? Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans votre quotidien et dans votre métier ? Pour ceux qui auraient envie de devenir développeurs web comme vous, qu'est-ce que vous diriez de votre profession, Thomas ? Tu me regardes avec un sourire ? Je veux dire, en fait, Annie a dit quelque chose d'assez juste. Elle disait que c'était l'impression de jouer au Lego. Et c'est totalement ça. C'est un côté un peu régressif, ce métier, où on a un problème qui nous semble infranchissable et on va le dispatcher en plein de petits problèmes et on va pouvoir faire plein de petites solutions et après on va agréger toutes ces solutions. Effectivement, en cours de route, il y a des solutions qu'on avait pensées qui vont mal marcher, qui vont mal s'imbriquer, mais c'est pas grave, en fait, c'est un peu comme pour les Lego. On va rajouter une brique dessus et ça va matcher. Et effectivement, il y a un côté vraiment artisanal. Donc, c'est comme si on faisait des chaises, sauf qu'on les fait avec des lignes de code. Et quand on a passé, par exemple, la journée, une semaine sur un bout de code qui marchait pas et que... à un moment, Eureka, on a la solution. C'est pareil, ces sentiments d'accomplissement, je trouve qu'on les a dans très peu de métiers. J'ai l'impression que l'image du Lego parle à tout le monde, Vincent. Oui, ouais, dans les formations, moi je me souviens des premiers mois de formation. On vous donnez des petits Lego comme ça ? Oui, il y a des jeux, il y a toute une formation autour de ça. Et la comparaison c'est un esprit de logique Lego, en fait aussi, non ? C'est assez créatif aussi comme métier, c'est assez libre. La comparaison avec le Lego est souvent faite en fait avec l'informatique. Donc oui, il faut être joueur. Il faut aimer jouer. Il faut aimer perdre aussi, du coup. Il faut aimer perdre, parce qu'il y a de l'échec tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne pond jamais du code qui marche du premier coup. Hein, c'est très rare. Donc, il y a un moment, il faut aimer les challenges, parce qu'à chaque fois, c'est un nouveau challenge presque journalier de faire du code qui, au niveau des demandes qui sont faites, c'est rarement les mêmes. Et toi, qu'est-ce qui te plaît, Annie, particulièrement dans ce métier ? Alors, le côté où c'est toujours quelque chose de nouveau, c'est ce que disait Vincent, c'est que ce sont toujours des nouveaux challenges en fait. On fait pas toujours la même chose, c'est pas on a une feature, on a réussi à la faire et on va la dupliquer et on va faire 10 fois la même chose. Non, on s'ennuierait en plus. Justement, c'est un métier, il change tout le temps, on a toujours des nouvelles tâches, toujours des nouveaux problèmes. On va toujours se casser les dents sur notre problème.
Mais apprendre à avoir bavé, c'est un tel plaisir de se rendre compte que ça fonctionne et qu'à la fin, notre chaise, elle était très mal partie dans la vie. Franchement, elle avait 3 pieds, elle tremblait, le dossier, il tombait. Mais à la fin, elle tient et elle est même plutôt jolie. Franchement, ça fait plaisir. Et on voit que vous êtes assez d'accord tous les trois sur qu'est-ce qui vous plaît dans le côté challenge et créatif aussi dans votre métier. Qu'est-ce qui est plus difficile ? Est-ce que c'est l'échec, justement ? Est-ce que c'est le moment où on n'y arrive pas ? Non, ça c'est fun. Ça, c'est fun. C'est fun. La chaise à 3 pieds, ça vous éclate. ouais. Le développeur est un petit peu masochiste, visiblement. D'accord. Il semblerait. Ok. Non, mais on sait qu'on va avoir des échecs, donc derrière, on sait qu'on va devoir travailler pour résoudre ça. Donc et puis il y a le côté collectif aussi. C'est vrai que moi, j'ai toujours aimé travailler plutôt avec des grands groupes parce qu'il y avait des grosses équipes, on travaille avec des architectes, on travaille avec des gens qui n'ont pas forcément le même métier. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui faisaient du natif complètement ou de la base de données ou autre. Donc il y a quand même beaucoup de dialogue. Et puis c'est du challenge, quoi, à chaque fois d'avoir des nouvelles features à implémenter ou autre. Je vous demande des inconvénients du métier, vous arrivez à me sortir du positif, super. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un petit peu, ça sonnait bien. Thomas, t'as l'air d'avoir une idée. Je vais dire 2 mots, dette technique. Moi, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de pire, de travailler parfois avec le travail qu'ont fait d'autres personnes, d'autres équipes, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Par exemple, pour Sens Critique, ce que je disais tout à l'heure, on a un legacy. Donc, il y a des gens en fait, qui ont travaillé il y a 6 ans sur des fonctionnalités du site qui, si à un moment, sont mal pensées, parce que ça peut arriver que la personne n'ait pas fait exprès, ou alors la personne a un peu péché en disant je fais un peu ça, comme ça, c'est un peu crade, et tant pis, hein, c'est quelqu'un d'autre qui gérera ça. Et effectivement, la partie d'aide technique, ça peut être parfois la plus ingrate, parce que finalement, c'est pas votre travail, c'est du travail que d'autres personnes ont fait avant, mais que le site utilise encore aujourd'hui, et avec lequel il faut vivre. Moi, ça m'amuse personnellement, mais... Mais Vincent, il s'amuse de tout, il est incroyable. Non, après... Il y a quand même un petit côté où on voit le développeur un petit peu fermé. Je pense que dans des équipes, peut-être qu'on ne nous pose pas assez de questions sur des aspects d'architecture, sur plein d'autres aspects qui font que on cadre un petit peu le développement à juste ouvrier du web. Ouais, juste ouvrier du web. Tu fais la fonctionnalité qu'on te demande sans que tu puisses intervenir dessus. Je pense qu'en tant que développeur, il faut se battre un petit peu contre ça pour montrer qu'en termes même de communication ou autre, on est capable d'interagir sur un projet au-delà de la simple vue du développement. Si c'est pas toujours fun, c'est ce que disait Thomas sur la dette technique. Et ce qu'on disait sur le positif, c'est qu'on a toujours des nouvelles features, des nouvelles choses à créer, on change tout le temps de tâches. Et vraiment, comme disait Vincent, il y a un côté social très très important. C'est on est toute une équipe sur un petit radeau en bois. Franchement, on galère, c'est la tempête et tout, mais à la fin, on va essayer d'avoir un beau paquebot. Mais en fait, ça, c'est top. Mais il faut aussi voir que le contre-coup, on code tous les jours. Le code qu'on fait, un jour, malheureusement, ce sera le legacy de quelqu'un, forcément. On sort de la feature, personne ne fait du code parfait, ou très, 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 très peu de gens. Et du coup, on ne peut pas avoir que des nouvelles tâches hyper excitantes. Parfois, il faut prendre le temps de se dire, ça, je l'ai fait comme ça. Cette nouvelle tâche, elle risque d'impacter ces choses-là. Et pour pas que ça devienne de la dette technique, je vais devoir m'en occuper. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours comme ça. Il y a du développement alimentaire pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a quand même 60-70% du code qui n'est pas excitant à faire. C'est quoi les perspectives d'évolution de carrière quand on est développeur web ? Souvent, quand on arrive, effectivement, on est junior. Après, il y a le niveau moyen. En fait, je crois qu'aujourd'hui, on appelle ça middle, avec encore un bel anglicisme. Senior. Et après, effectivement, quand on arrive en fait, à un certain niveau de seniorité, soit on est vraiment expert sur une technologie en fait, ou sur un langage, soit on passe lead. Et dans ces cas-là, on fait du management. Et après, lead, ça dépend de la structure de la boîte. Donc, soit c'est directeur technique, parce que ça sert à rien qu'il y ait d'autres personnes entre les échelons. Soit ça peut être effectivement du VP Engineering, donc vice-président en ingénieur, donc sous-directeur technique. Ça, c'est le parcours classique. Est-ce qu'il y a des pas de côté à évoquer aussi de ce que ça peut permettre faire le métier ? Après, d'aller voir soit côté data, en se disant, tiens, en fait, finalement, c'est bien ce que j'ai vu. Mais par exemple, quand je développais, j'ai vu du Python. Je me suis formé en fait sur des algos et du coup je vais faire un petit switch côté data, ou alors ça peut être aussi un switch côté admin 6 en disant c'est bien de faire du développement mais j'ai envie de gérer aussi des infrastructures, donc des serveurs ainsi de suite, et faire un petit détour à gauche. Il y a le choix de dériver dans le cadre management. Il faut faire un choix, il faut faire l'un ou l'autre. Je pense que le passage du cadre technique au cadre management est compliqué.
parce que je pense qu'on est vu quand même comme des techniques et on n'a pas forcément la bonne communication, etc. Et donc il y a des formations, il y a plein de choses, mais je pense que le passage d'un cadre à un autre est complexe. Mais globalement, il y a quand même des belles perspectives en tant que lead, en tant que directeur technique, en tant qu'architecte dans des grands groupes. Puis je pense que c'est un métier de gens curieux en fait. Et que du coup, à partir du moment où on est dedans, on s'intéresse à plein de choses. Je pense que les gens qui font ce métier-là, ils ont une manière de penser, sont des gens très ouverts, etc., qui font qu'ils pourront faire d'autres choses, aussi resteront pas forcément dans l'EV. Enfin moi, du coup, le management ne m'intéresse pas du tout, donc j'ai pris le parti de devenir experte. Et je vois pas, à part changer de techno, où est-ce que j'irai plus loin dans le web. Mais je me dis, ça veut pas dire que dans 3 ans, je vais pas me prendre d'un amour fou pour les alpacas et partir en élever sur la Cordillère des Andes. Avec un café crème. C'est un métier de passionné et vous en êtes la preuve, la parfaite illustration. Est-ce que vous servez de vos compétences de développeur web pour des projets personnels? Thomas, je crois savoir que tu as plusieurs activités en parallèle de l'officiel. Tu es également mentor, formateur et... Je suis auteur de cours en fait chez Open Classrooms. Donc là, je suis actuellement en train de travailler sur mon 2e cours, qui est justement plutôt sur de l'accessibilité pour le web. Effectivement, je fais pas mal de formations à côté, donc du mentorat sur Open Classrooms. Et effectivement, peut-être l'un des aspects de notre travail dont on a assez peu parlé, mais le côté de transmission, c'est un métier dans lequel on aime aussi énormément apprendre et faire apprendre. Donc quand un collègue a des difficultés ou même a besoin d'aide, c'est jamais hésiter à aller l'aider. On dit souvent qu'une bonne équipe, par exemple, de développeurs, elle n'est pas uniquement composée de développeurs seniors, mais aussi de juniors, ou de middle, parce que du coup, il y a un peu en effet en cascade, les développeurs seniors et middle vont aider les juniors à monter en compétences. Et ça va faire juste grandir l'équipe. Annie, comme j'interviens en tant qu'experte, la plupart du temps, c'est mon rôle d'arriver et de justement transmettre ce que je sais aux équipes sur place. Et c'est top. Et notamment, j'ai beaucoup travaillé avec des juniors qui sortent d'école. C'est eux, limite, qui font ma veille, qui sont avides de nouvelles technologies, etc. et qui veulent à tout prix tester plein de choses. Et du coup, on se fait des après-midi où on va tester des nouveaux frameworks, des nouvelles fonctionnalités, découvrir des algos ensemble, et c'est assez chouette. J'ai l'impression que la curiosité met tout le monde d'accord ici. Qu'est-ce que le métier de développeur web vous a appris? Est-ce qu'il y a une compétence qu'on développe en particulier? Il y a de l'humilité. Le fait est qu'il y a des fois, juste ça marche pas, il faut savoir aller demander à l'aide. Et dans ces cas-là, c'est de la remise en question personnelle, en disant en fait, je suis pas capable. Et c'est totalement normal. Et c'est souvent l'un des premiers travers dans lesquels tombent les juniors. Soit ils demandent trop, soit ils ne demandent pas assez. Et c'est justement de dire, là, j'y arrive pas, ou je comprends pas, et j'ai besoin d'aide. Et dans ces cas-là, ça rend humble face à ce qu'on fait. L'union fait la force. Ouais, ça nous oblige à rechercher tout le temps. Annie? Notamment pour les gens qui commencent, c'est normal de ne pas savoir, et même quand on est dans le métier depuis presque 10 ans, y a toujours énormément de choses qu'on ne sait pas, et c'est aussi ça qui rend le métier intéressant, c'est qu'on ne s'ennuiera pas, on a toujours des choses à apprendre. Pour les gens qui se lancent, par exemple les reconversions, les recherches de stage et tout, souvent il y a des fiches de poste qui font très peur, où on va demander de savoir faire plein de choses, et en fait... on va juste chercher à savoir comment pense la personne, si ça va fonctionner avec les équipes, si la tête est bien faite. Ça apprend aussi la patience et la compassion, un petit peu, parce que quand on a des interfaces et qu'il y a des mises à jour et que tout d'un coup, il y a un service que plein de gens utilisent qui ne fonctionne plus et c'est le drame, en tant que développeur, on se dit « ouais, je les comprends ». Ça arrive, les bugs, ça arrive, les mises en prod ratées, il n'y a pas mort d'homme. Du coup, pour répondre sur le recrutement dont vient de parler Annie, il y a souvent des tests techniques dans le cadre d'un entretien de recrutement. J'ai d'ailleurs écrit un cours sur Open Classrooms qui s'appelle « Préparez-vous aux tests techniques ». J'y donne justement en fait à l'intérieur quelques conseils pour bien s'y préparer et pour arriver avec un bagage solide dessus. Il y a souvent 3 grandes étapes. Une étape qu'on appelle la discussion technique, où en gros c'est une discussion qu'on a en fait entre développeurs avec la personne qui souhaite être recrutée. Là, l'idée c'est plus d'avoir ses connaissances générales par rapport aux technos qu'on va utiliser, aux frameworks qu'on va utiliser, par rapport à ce qu'il a fait. La deuxième étape, c'est vraiment des tests plutôt d'algorithmique. Il va y avoir un problème très précis. Par exemple, tester si une adresse email est valide ou non quand la personne l'a rentrée dans un formulaire. Et la troisième chose, c'est plutôt un mini projet de développement. C'est une étude de cas qui va devoir coder. Ça va nous permettre aussi de voir comment la personne développe
Et souvent, on va revoir cette personne, justement, une fois qu'il l'a développé, pour discuter avec lui. Il y a souvent des entretiens techniques, même après une dizaine d'années d'expérience. Moi, j'en ai eu, même à la BNP, à passer 1h30 avec le lead dev, à discuter. Bon, souvent, ça tourne autour d'une discussion du code, et puis ça se finit par un café et ça se passe bien. Mais l'idée, le conseil que je donnerais, c'est même si on n'est pas capable d'aller au bout du test, où on sent qu'on stresse un peu, il faut expliquer les choses. Donc il faut expliquer notre démarche, expliquer la logique à la personne potentiellement qui va nous employer, et montrer qu'on comprend les choses, qu'on essaye de comprendre à 100% ce qu'on fait et d'avoir une bonne logique. Après, si on n'arrive pas au bout du test, en général, c'est jamais très grave. Et c'est dur aussi d'avoir un avis sur ses propres tests, puisqu'il y a certains tests techniques, dont certains que j'ai fait passer. Le but, c'était de chercher l'échec, de savoir jusqu'où pouvait aller la personne. Mais en fait, il n'y avait pas d'échec, c'était juste savoir quelle était pour elle la limite, et essayer de l'emmener le plus loin possible. Mais que ce soit au bout de 2 questions ou au bout de 10 questions, c'était surtout un échange. Mais l'échange allait jusqu'à l'échec. Ouais, je pense que les cas d'échec, c'est les cas de stress. Hein. C'est très clair quand on reste figé sur son clavier et qu'il n'y a rien qui sort. Je peux imaginer que là, c'est des cas d'échec, et vers quelqu'un même qui va communiquer, qui va montrer qu'il comprend, même s'il ne va pas au bout, le choix sera assez vite fait, quoi. Pour s'y préparer, il faut faire pas mal de veille. Il y a pas mal de blogs en fait à aller regarder. Une bonne partie se passe sur Medium. Par exemple, aller regarder le blog d'Eric Elliott. Il y a le blog de Dan Abramov aussi. Oui, il est en train de sortir toute une série d'emails assez sympas qui est gratuite pour le moment. Il ne les fait pas encore payer, ils les feront payer ensuite, parce que là, il teste ces modules. C'est sur des schémas mentaux, en fait, pour bien intégrer le JavaScript. C'est assez bien fait. Bon, bah super. Merci à tous les 3 d'avoir témoigné aujourd'hui. Merci à toi. C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier de développeur web. Merci à Vincent Mouge, ingénieur logiciel chez Adneum, Thomas Dimnet, CTO chez Sens Critique, et Annie Valla, développeuse front-end senior en freelance, d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir développeuse ou développeur web, sachez que cette formation diplômante à Bac+2 reconnue par l'État est disponible sur openclassrooms.com. Elle se fait en ligne en 6 mois ou alors en 1 an si vous choisissez l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier. Ce sera d'ailleurs peut-être Thomas qui vient de témoigner. Et vous avez l'emploi garanti. Si 6 mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Pour creuser encore et vous faire une idée plus globale des différentes spécialités dans le développement, vous pouvez écouter nos épisodes sur le métier de développeur Android, développeur iOS et les épisodes dédiés au front-end et back-end. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au microscope.